Aujourd'hui, dans toute une histoire, comment se reconstruire et continuer à aimer un proche qui a commis un meurtre. L'histoire de Catherine, qui depuis 20 ans n'a pas pu pardonner à sa mère d'avoir tué un jeune homme sur un coup de sang. J'ai pas voulu ce qui est arrivé, hein. Je n'ai pas voulu. Tu aurais pu l'éviter. C'est un poids qu'on porte toutes les deux, hein. On reste enfermés dans cette histoire-là. Et aussi l'histoire de Marilyn, son père Émile Louis est le meurtrier de 7 jeunes femmes dans l'Yonne. C'est quand même mon père et pourquoi, comment on peut en arriver là? Qui c'est? Qui il est réellement? On se pose des tas de questions. Et enfin l'histoire de Sabine, son père a assassiné sa mère avant de mettre fin à ses jours. Mon père, c'était un dieu vivant, jusqu'au jour où mon dieu vivant est devenu mon démon. Du jour au lendemain, quel regard vous avez porté sur votre père? Un monstre. Merci pour nos invités. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans toute une histoire, nos invités aujourd'hui sont des personnes qui ont connu le crime de très très près. Ils sont les enfants, les conjoints, les frères et sœurs de personnes reconnues coupables d'un meurtre. Eux, ils n'ont commis aucun crime et pourtant ils se sentent coupables de devoir assumer la faute de leurs proches. Comment continuer à aimer son père, sa mère, son frère quand on sait qu'il a ôté la vie d'autrui? Pourquoi certains ont-ils défendu et protégé quand d'autres, au contraire, ont condamné un tel acte et par là même une personne qui leur était extrêmement chère de leur propre famille? C'est à toutes ces questions que nos invités tenteront de répondre aujourd'hui. Et pour commencer, l'histoire bouleversante de Catherine. Sa mère, celle qui lui a donné la vie, a tué un homme. Depuis, Catherine doit porter le poids de ce geste définitif. Ce n'était pas hier exactement, Catherine, mais c'est quelque chose qui est encore très vif en vous. Depuis, Catherine ne parvient pas à pardonner à sa maman. Pour la première fois, elle parle ensemble de ce meurtre qui a brisé votre vie. Catherine n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a appris que sa mère venait de tuer un homme. C'est son père qui froidement lui a annoncé les faits. C'est pas évident de se dire que sa mère est une meurtrière. La culpabilité, le crime, on le porte aussi en nous. Moi, j'ai ressenti un grand vide. Un malaise. Une gifle. Comme si tout s'effondrait. Ça a détruit pas mal de choses en moi. Ça a brouillé tous mes repères, cette histoire. Complètement. J'aurais jamais imaginé, malgré son caractère, qu'elle puisse passer à l'acte, qu'elle puisse commettre ce geste-là, qu'elle puisse aller chercher un fusil et tirer. Nicole était tranquillement en train de pêcher lorsque 3 jeunes hommes sont venus l'aborder. La discussion a mal tourné. Nicole, exaspérée, a eu un moment de folie. Je suis rentré chez moi à prendre le fusil. Je suis sorti et le coup est parti. Un plomb lui a lacéré le cuir chevelu, un seul plomb. Mais toujours est-il qu'il était mort et que je me suis dit, mon Dieu, j'ai tué un homme, moi. Et je m'en remettrai jamais, de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, Nicole a purgé sa peine. Malgré ce passé douloureux, la mère et la fille se voient régulièrement. Mais Catherine n'arrive pas à pardonner le crime de sa mère. Ouais, pour moi, tu aurais dû rentrer chez toi et fermer la porte. Je ne peux pas et savoir. Oublier ses paroles et téléphoner à papa et dire voilà, il y a des jeunes qui m'ennuient, ou appeler la police ou peu importe. Si on pouvait revenir en arrière, crois-moi que je m'arrêterais juste avant. J'ai pas voulu ce qui est arrivé, hein. Je n'ai pas voulu. Tu aurais pu l'éviter. Rien n'aurait dû se passer. Mais malheureusement, tu vois, on peut pas. Il y a une minute, une fraction de seconde où ça se passe et. Oui, mais c'est une fraction de seconde qui détruit. Toute une vie, je le sais. Toute une vie. Oui. Hein? En fait, plusieurs vies. Oui. Plusieurs vies. La tienne, la mienne, la leur, enfin, plusieurs familles. Catherine, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé dans la tête de votre maman, dans cette fraction de seconde? Non. Non, pas vraiment. Non. Pourquoi vous n'en aviez pas parlé auparavant? C'était tabou?
pense pas que ça ait été tabou. Je crois que c'était... Je crois que moi, j'avais envie d'occulter un petit peu cette période-là, quoi, pour continuer à avancer. On peut se construire comme ça dans le silence entre une fille et une mère? Dur, hein? Non, c'est vrai qu'on a du mal à... On dialogue de tout, mais pas de ça, en fait. Je présente nos autres invités. Sabine est avec nous. Bonjour Sabine. Bonjour. Bienvenue Sabine. Vous avez vécu une histoire qui vous rapproche de Catherine? En quelque sorte. Je vous vois la dévorer des yeux en essayant de comprendre, d'essayer de percer les secrets de son âme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille exactement? Eh bien, il y a 2 ans maintenant, mon papa a tué ma maman et s'est suicidé juste après. Donc, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il l'avait manipulée 40 ans et que ça n'est qu'à son décès que j'ai compris la manipulation. Elle vous avait averti, vous dites? Elle m'avait averti quelques jours avant sa mort qu'il allait la tuer, je ne l'avais pas cru. Vous pensiez qu'éventuellement votre père était suicidaire, vous ne pensiez pas qu'il était un meurtrier? Mais j'avais l'impression de très bien le connaître. C'était mon Dieu vivant, je l'adorais. Et il a fallu qu'il la tue pour que je comprenne ce qu'il était vraiment. C'est ça. Le sens de ma question, c'est de découvrir quelqu'un dans un moment aussi terrible. Valérie est également notre invitée. Vous refusez de voir votre frère, Valérie, pour l'instant. Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'il a fait? 22 ans. Il a tué quelqu'un à ses 18 ans. Quelqu'un de 39 ans. Vous avez choisi de ne plus lui rendre visite aujourd'hui. C'est un tout jeune homme qui est donc en prison, qui a pris... Perpétuité. Et vous dites aujourd'hui, ce n'est plus mon frère? Ce n'est plus mon frère, il n'existe plus. On en débattra avec nos invités. Maria est également avec nous. Bonjour Maria. Bonjour. Maria, pendant 9 ans, on vous a caché que votre père était meurtrier. Ça paraît incroyable qu'on puisse cacher ça à une petite fille. Oui, je l'ai su à l'âge de 11 ans. Il avait tué donc mon grand-père, son père. Il s'agit d'un parricide. Voilà. Vous avez compris pourquoi votre père a tué son propre père? Donc j'ai demandé à ma mère, ça serait une histoire de famille, une histoire d'argent. C'est un peu flou, quoi, tout ça. Et puis nous accueillons également Marilyn. Bonjour Marilyn, vous êtes la fille d'Émile Louis, une des filles d'Émile Louis. Vous avez dû vous construire donc avec cette image d'un père extrêmement bizarre. Vous avez appris des choses assez tard, au moment où votre père a été jugé, mais vous en aviez vu d'autres beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Oui. D'après ce que vous nous avez dit. Et en fait, il a toujours été manipulateur, pervers. Qu'est-ce que vous avez vu à l'âge de 11 ans, vous? Il a tué une jeune femme. Mais vous l'avez vu de vos propres yeux? Oui. Comment vous avez réagi à cet âge-là? Cet âge-là, je crois qu'on pense à soi, on pense à sauver sa mère à qui on en parle plus tard et qui nous dit que si on en parle, on sera tous séparés, on sera tous malheureux. Et donc vous avez dû garder ça pour vous? Oui, et puis je crois que après on a envie de progresser, comme disait Madame tout à l'heure. On a envie d'avancer, de continuer, oui. Et d'occulter un petit peu, jusqu'à ce que l'actualité nous rappelle plus tard qui il est et qu'il faut le dénoncer. Émile Louis, votre père n'a pas été reconnu coupable pour ce crime dont vous parlez à l'instant? Non, puisque il y avait prescription après. Vous nous raconterez votre histoire, madame, comment vous êtes construite en tant que fille de ce père, et comment vous vous êtes construite aussi en tant que mère aujourd'hui. Vous avez des enfants qui ont quel âge? 29, 21 et 16 ans. Ils connaissent toute l'histoire de leur grand-père, j'imagine? Pas les détails. Pas les détails. Enfin bon, ils en connaissent autant que les médias. C'est-à-dire quand même pas mal. Oui. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est à quoi on pense? Qu'est-ce qu'on peut ressentir au fond de soi quand on apprend que son propre père ou sa propre mère... Vous dites un monstre, vous? Un déshumanisé, je dirais. Vous diriez quoi en parlant de votre mère, Catherine? Une erreur. Pas ma mère, mais l'acte. Voilà. Et par erreur, on peut tous devenir criminels, vous pensez? En une fraction de seconde, on peut, je pense, tous devenir criminels. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Mais moi, j'étais en vacances. Et on était à la plage ce jour-là, justement, avec une de mes cousines. Il est arrivé sur la plage et il m'a annoncé, il m'a dit « Ta mère a tué quelqu'un, elle est en prison. » C'est tout? C'est tout. Votre père, visiblement, n'est pas un grand bavard, si j'ai bien compris? Non, voilà. Mais comment vous avez encaissé la nouvelle? J'ai été me jeter à l'eau, j'ai fait quelques brasses, quoi. Ça a été... On a l'impression que c'est toute une page de vie qui se tourne. Voilà, c'est une gifle. Votre maman était en prison à ce moment-là? Elle venait donc d'être arrêtée, oui, et incarcérée déjà. Vous avez été la voir en prison? Oui. Combien de temps après le meurtre? Pratiquement tout de suite.
Pratiquement dès qu'elle a été... voilà. Dans quel état d'esprit vous y avez été? La soutenir aussi. Voilà. J'y étais, enfin, j'étais pas... Avec vos encouragements et puis avec vos questions? C'est-à-dire, il y avait mon père avec moi et voilà, on est quand même une famille. Bon, j'imagine qu'elle attendait beaucoup de cette rencontre, que vous la compreniez. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne parlait pas tellement avec moi, puisque mon père était là ce jour-là, donc elle essayait surtout d'expliquer, de rassurer mon père pour que peut-être par la suite lui me rassure. Pourtant j'étais là, mais voilà. Mais est-ce qu'elle vous a éclairé sur ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a dit, ma fille, il s'est passé ceci, cela, voilà pourquoi j'ai fait ça. Elle m'a dit qu'elle avait été agressée verbalement et même physiquement, puisqu'on lui avait jeté quelque chose. Non, mais heureusement, quand on se fait insulter, on ne prend pas tous un fusil, parce que ce serait un génocide en France. Je sais bien, je sais bien. Est-ce que c'était son caractère qui la rendait spécialement impulsive au point de tuer quelqu'un qui a un mot de trop? Il y avait aussi du caractère. C'est une femme qui a toujours eu du caractère, de toute façon. Mais est-ce qu'il y a eu un pétage de plomb? À mon goût, à moi, j'y étais pas, mais je pense que peut-être, oui, il y a eu un moment de... Ouais. Un moment d'égarement? Un moment d'égarement, plus que d'égarement, quoi. Parce que pour tirer sur quelqu'un, c'est plus que de l'égarement, quoi. Vous en pensez quoi, Sabine? En ce qui me concerne, s'il y avait eu un pétage de plomb, j'aurais préféré. Mais on s'est aperçu après que tout avait été préparé, minutieusement préparé, depuis des semaines. Mais c'est pas comparable, hein, je sais. Et c'est cette manipulation, ces mensonges et tout ce qu'on a appris par la suite qui me révolte. J'aurais préféré qu'il y ait un gros coup de colère, qu'il y ait quelque chose qui puisse expliquer ça. Mais vous, Sabine, vous dites clairement que vous avez découvert votre père après qu'il ait tiré sur votre mère. Ah bah oui. Est-ce que vous avez l'impression de découvrir votre mère une fois qu'elle était devenue meurtrière? Un autre aspect? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception? Mais pour moi, c'était une autre. Je connaissais le bon côté, là, j'ai vu un petit peu ce côté... plus impulsif. Alors, impulsif, c'est une chose, hein. Je veux dire, d'avoir son caractère, etc. Morbide, passer à l'acte, il me semble que c'est autre chose, quoi. Il me semble qu'on a l'impression que... Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne pourrais pas passer à l'acte. Je ne sais pas, vous, quelle est votre impression? Moi, je dis, tout dépend des circonstances. C'est sûr que c'est pas évident d'enlever la vie à quelqu'un. C'est impardonnable, ça. Oui, c'est impardonnable. Bien sûr que c'est impardonnable. Mais ça peut, je pense qu'en une fraction de seconde, tout peut basculer. Et n'importe qui peut commettre le pire des actes. Mais il faut savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que... Valérie, quel regard vous portez sur le geste de votre frère qui avait 17 ans quand il a tué quelqu'un? Je pardonne pas. Pour moi, c'est... Vous avez découvert quelqu'un d'autre? Oui. Oui, mais je pensais le connaître. On a quand même vécu 18 ans ensemble. Je pensais le connaître et là, on tombe des nues. Vous pensiez que c'était quel genre de frère et finalement, vous vous êtes dit quoi? Je savais que c'était quelqu'un de pas très droit dans ses bottes, mais à ce point-là... Pas très droit dans ses bottes, c'est-à-dire? Qu'il était capable de faire toutes sortes de bêtises. Un petit voyou? Un petit voyou, oui, mais de là à tuer quelqu'un, non. Quoi, un petit voleur, un petit... Oui. Ça oui, bon, j'avais toujours en tête qu'un jour ou l'autre, il finirait à la limite en prison pour ça, qu'il y resterait 1 an ou 2, mais pas pour meurtre. Ce qui est très différent. Hein. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que pour vous aussi, c'est très différent. Enfin, je veux dire, entre se dire j'ai une maman impulsive qui a son caractère et j'ai une maman qui, pour une insulte, a pris un fusil. De toute façon, à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Voilà. Oui, vous avez 17 ans. 17 ans. Il y a tout qui s'écroule. Plus de repères, plus rien. On a l'impression d'avoir la tête dans un étau, de plus pouvoir... Quel regard on portait sur vous à l'époque? C'est la fille d'eux, quel regard ou regard de pitié ou de condamnation, ou tout type de regard de toute façon. Qui vous ont fait mal visiblement pour garder tout ça sur le cœur pendant 20 ans, c'est incroyable ça quand même. Et c'est encore là. Mais je voudrais que ça sorte aujourd'hui, ça vous ferait du bien. Pourquoi pas? Alors, votre maman a participé au portage, mais elle n'a pas voulu venir sur le plateau? Non. C'est quoi la nuance?
Je pense qu'elle sait qu'elle a sa culpabilité. Moi, en même temps, je me sens aussi coupable de ça. Donc peut-être que c'est pour me libérer, moi, qu'elle a préféré que je vienne aujourd'hui. Parce qu'elle sent que vous avez besoin de vous libérer? Je pense qu'elle le sent. Vous vous êtes senti coupable des meurtres de votre père, d'une manière ou d'une autre? Comment expliquer ce processus de culpabilité par rebond, comme ça? Je crois qu'on se sent coupable de toute façon parce qu'on est quand même intimement lié avec le tueur, le prédateur, enfin appelons ça comme on veut. Mais on se sent coupable de n'avoir rien pu faire pour éviter ça ou de ne pas avoir compris ce qui aurait pu éviter justement ce genre de choses, de ne pas avoir été attentif. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je me dis, avec le recul, peut-être que si à 10 ans, j'avais outrepassé mes craintes, mes peurs, j'aurais peut-être pu éviter, mais en même temps, un enfant de 10 ans, c'est un enfant de 10 ans. Vous, en l'occurrence? Oui. Est-ce que vous pensez parfois que vous auriez pu empêcher ce crime en comprenant mieux votre mère auparavant? Je pense que moi, si j'avais été là, c'est peut-être moi qui l'aurais commis. Je sais que c'est dur de dire ça, mais... Ah bon? Comme il crime? Pour lui éviter peut-être de... Vous pensez que vous auriez pris un fusil à 17 ans? Je sais pas. Vous posez la question encore aujourd'hui? Ouais. Je sais pas. Mais vous avez l'impression parfois d'être d'une famille de criminels et d'être une criminelle en puissance? Aussi. Ça me paraît énorme, ça. Ben ouais. Étant donné que c'est ma mère, si elle l'a fait, est-ce que moi, je porte... Marilyn, vous avez eu cette question-là aussi, vous êtes posée? Non, pas aussi directement. Est-ce que je porte le gène de la criminalité? Voilà. Non, mais il peut arriver quelquefois qu'on ait des doutes quand même. Peut-être pas sur nous, mais sur un autre membre de la famille. Ou est-ce qu'on peut hériter de ce gène? Est-ce que... Ce sont des questions qu'on se pose. Notamment quand on est une maman, avant d'avoir des enfants, on se dit, est-ce que... Vous êtes maman? Oui. Quand on parle de l'hérédité et tout... Vous posez des questions vis-à-vis de votre fille de 14 ans? 17 ans. 17? Qui a précisément l'âge que... C'est peut-être pour ça que vous en parlez aujourd'hui. Hein? Aussi, oui. Au procès, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez témoigné? Non. Non, j'ai écouté, j'ai regardé, en fait, j'ai observé. Elle a été condamnée à quoi? Elle a été condamnée à 7 ans, je crois, maître. 8 ans, maître. C'est vous qui l'avez défendu, maître? Bonjour, bienvenue parmi nous. Comment s'appelle le titre de votre livre? Je crois que ça résume un peu votre carrière et votre position. Il s'appelle « Comment faites-vous pour les défendre ?» Comment vous avez fait pour défendre madame? Chaque crime est inscrit dans l'histoire d'une vie. Dans l'histoire de ce crime, il faut voir l'histoire de la vie de Nicole, parce que ça s'est inscrit dans son histoire. Et le problème de Catherine... Mais parce que c'est arrivé à un moment de son histoire où elle était particulièrement fragile? À un moment de son histoire où elle était particulièrement fragile. Vous répétez ce que je viens de dire, mais vous le pensiez déjà? Et c'est arrivé à un moment de sa vie aussi où elle a fait, au moment où elle a tiré, elle a fait un transfert. Et c'est de ce transfert-là... Quoi, un transfert au sens psychanalytique? Tout à fait. C'est de ce transfert-là que Catherine ne veut pas et ne peut pas parler. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Parce que personnellement, je ne comprends pas. Catherine avait fait l'objet d'une agression. Vous? Voilà. Et lorsqu'elle a vu ce garçon, lorsqu'il l'a agressée, une agression. Et lorsqu'elle a vu ce garçon, lorsqu'elle a été agressée par ce garçon, qui a dit un mot qui tue, parce qu'il y a des mots qui tuent. Tu es vieille, tu es une pute, t'es pas un homme. Il y a des mots qui tuent et qui déclenchent la violence. Vous dites qui tuent ou qui font mal, en tout cas. Oui, mais qui tuent si on est en très grande fragilité ou même si on est instable. Il y a des mots qui provoquent une réponse à la violence, c'est-à-dire la violence, c'est une réponse à une agression. En l'occurrence, une escalade. Hein. Voilà. Et Nicole, au moment où ce garçon l'a insultée, il a dit des mots qui ont fait référence à sa douleur. Et je pense que dans le fait de rentrer chez elle, de prendre un fusil et de tuer ce garçon de 24 ans, dont elle dit il ressemblait comme un frère à celui qui... C'était pas l'objet, au fond, de ce crime. Elle a été condamnée à quoi? À quelle peine et pour quel motif? Elle a été condamnée à 8 ans de prison, elle en a fait 4.
Pour quelle charge? Pour homicide volontaire. Homicide volontaire. Oui. Alors elle est dans le déni, Nicole. Elle ne veut pas reconnaître ce crime, parce qu'elle ne peut pas reconnaître ce crime, parce que ce crime la dépasse. Même 20 ans après? 20 ans après. Elle ne vous en dira jamais un mot. Elle dira c'est un accident. Mais vous comprenez la difficulté pour sa fille de se construire dans cette absence de reconnaissance des faits? C'est tout le travail que j'essaie de faire depuis 20 ans, depuis 17 ans. J'ai l'impression qu'elle n'a pas réalisé parce qu'elle ne veut pas assumer, elle ne veut pas reconnaître qu'elle a tué quelqu'un. Non, non. Vous avez posé des questions à Émile Louis sur pourquoi il a tué? C'est jamais lui qui tue. Même vis-à-vis de sa propre fille, même avec ce que vous aviez vu, il n'a jamais reconnu les choses devant vous? Si, il a dit, pour ce crime précis, il a dit « Tu as vu ce que j'ai fait, je le ferai à ta mère ». Mais en ce qui concerne les jeunes filles de Lyon, il est dans le déni aussi. Il n'avoue rien, il ne dit rien. C'est quelqu'un d'autre. Il a vu quelqu'un enterrer des corps, il a vu quelqu'un agressé, il a vu... C'est pas lui. Vous pensez qu'il le pense? Il y a des fois où... je pense que c'est un manipulateur, un grand pervers. C'est un faible qui s'attaquait à plus faible que lui. Émile Louis. Émile Louis, c'est un faible qui s'attaquait à plus faible que lui. C'est pareil, il a toute une histoire, un passé d'enfant de la DAS, un passé... C'était un bon père pour vous, quand vous étiez jeune? Non, il n'y a que le jour de Noël. Qu'est-ce qui se passait le jour de Noël? Le jour de Noël, tout était permis. C'était même beaucoup plus fastueux que nos moyens ne le permettaient. Mais alors le 26, c'était Émile Louis. Et c'était quoi Émile Louis à la maison? C'était le père qui vous humilie par des mots grossiers que j'éviterai. Blessant? Blessant, oui. Humiliant en permanence sa femme, ses enfants. Mais il ne se passait pas une journée sans qu'il humilie. Nous étions à sa merci, nous étions jeunes. Et sa femme, ma mère, était une femme soumise, aussi une enfant martyrisée, qui n'avait que le seul but de construire une famille qu'elle n'avait jamais eue, que lui n'avait jamais eue non plus. Elle n'a pas dû comprendre du tout ce qui se passait, et c'est pour ça qu'elle l'a subi aussi longtemps? Je crois qu'elle s'est bien rendue compte de ce qui se passait, mais... Alors j'ai dit compris, je voulais dire accepter. Je ne sais pas si... Accepter la vérité. Dans le fond d'elle-même, elle ne l'acceptait pas, mais je crois qu'elle a tout fait pour couvrir ce qu'elle savait, de façon à préserver son noyau familial. Maria, en quels termes vous parlez de votre père? Mon père, j'ai plus de nouvelles de lui, je ne veux plus jamais entendre parler. Mon père, quand il a tué donc son père, j'avais 2 ans, il a fait seulement 2 ans de prison, plus 3 mois de psychiatrie. Quand il est sorti de là, il nous a torturés, il nous a tapé dessus. Donc on savait qui était notre père en fait. Même si j'ai appris qu'il avait tué, je savais qui était mon père, j'avais une image de lui violent. Avant? Oui, avant, oui. Pourquoi vous avez définitivement coupé les ponts avec lui aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un de violent et il m'a menacé plusieurs fois. Mais vous l'aimez? Non. J'ai l'impression que vous hésitez quand vous Non, répondez. non, c'est sûr. Mais il y a eu des moments où j'ai hésité, mais non, c'est sûr. Encore dernièrement, j'avais essayé de lui écrire pour savoir ce qui s'était passé, qu'éventuellement on pourrait en discuter. Il m'a dit, si tu continues à poser des questions comme ça, je réglerai ton compte sur un terrain neutre. Donc, qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui? De la haine, de la honte. De la haine surtout d'avoir fait ça, surtout à quelqu'un qui dormait. Il a tué son propre père dans son sommeil? Dans son sommeil, il avait tout prévu. Il avait jeté une arme, il a attendu des semaines et il en a profité quand mon grand-père dormait. Et pour lui, il n'y a rien de mal. Pour des histoires de vengeance, parce que... Voilà, des histoires de vengeance, de famille, d'argent. Vous portez son nom? C'est votre père? Oui, mais j'ai hésité à changer de nom. Alors que moi, avec c'est quoi, c'est fille de tueur? Fille de quoi? Oui, c'est la honte un peu de la famille, alors que nous, on n'y est pour rien, quoi. Fille de criminel, même si on n'y est pour rien, Sabine. Ça marque? Ben oui. Enfin, de mon point de vue, j'ai les deux côtés. Il y a fille de criminel et fille de victime. Donc, vous êtes plutôt fille de criminel ou fille de victime? J'ai eu très peur, comme tout le monde, je crois, à un moment donné, de lui ressembler, puisqu'il y a même une copine qui m'avait demandé si j'avais pas peur de lui ressembler. Parce que toutes les questions qu'on peut se poser, regardons ça, c'est arrivé il y a 2 ans, après 40 ans de mariage. Votre père a donc tué votre mère. Comment en est-il venu à assassiner cette femme qu'il connaissait, qu'il aimait? Difficile. Que vous vénériez en tout cas comme votre propre Dieu, c'est ce que vous nous avez dit, ce sont vos propres mots. Cette question en tout cas vous hante aujourd'hui, regardez.
Sabine habitait dans cette maison lorsqu'elle a appris la mort de ses parents. C'était il y a tout juste 2 ans. Mon mari et mon fils étaient ici. Et là, mon mari m'a dit, voilà, ton père a tué ta mère et il s'est suicidé après. Je sais pas, je crois que mon cerveau s'est bloqué. J'ai commencé à sauter et à courir autour de la table, ici, en disant c'est pas possible, et je n'arrivais pas à croire que ce qu'il me disait était vrai. Mais le ressenti, c'est ce sentiment bizarre d'être à la fois fille de victime et fille d'assassin. J'avais ce sentiment vraiment étrange qu'on pouvait soit me plaindre, soit m'en vouloir. Si le père de Sabine a tiré sur sa femme, c'est parce qu'elle voulait se séparer de lui. C'est froidement qu'il a pris son arme et qu'il l'a abattue de 3 balles dans le corps. Il a pris un sac, il y a vraisemblablement pris une arme qu'il y avait déposée. Il a sonné à la porte de l'appartement et là, il l'a tuée. Elle est tombée donc entre l'appartement et le patio, au moment où il voulait s'échapper. Et lui s'est tout de suite suicidé après. Elle voulait le quitter et il n'a pas supporté. Et il a voulu garder son objet jusqu'au bout. Depuis la mort de ses parents, Sabine s'est rapprochée de son oncle Bernard, le frère de sa mère. Serre-toi. Comment tu voyais papa? Est-ce que tu sentais de la violence en lui ou est-ce que tu doutais que ça pouvait arriver? Ben, tu sais, je le sentais très mal parce que je sentais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de violence en lui. Pas seulement physiquement, mais je vais dire moralement. Il instaurait un climat de violence dans tout ce rapport humain. Comment est-ce qu'elle n'a pas eu un déclic pour une espèce de balise, un signal, lui disant maintenant, il faut que je me barre parce que je suis avec un mec complètement fou, intérêt. Quand elle s'en est rendue compte, il était trop tard. Elle ne pouvait plus le quitter parce qu'il avait sans doute déjà menacé ou qu'il la menaçait à ce moment-là. Je m'en veux de ne pas avoir senti les choses comme j'aurais dû les sentir, à travers les non-dits. Il n'y est pour rien. Personne n'y est pour rien. Le seul fautif, c'est lui. Votre oncle qui parle, c'est qui par rapport à vous? C'est le frère de votre père? C'est le frère de ma maman. De votre mère? Oui. Et en fait, on ne s'était plus vus depuis 35 ans, puisque mon père avait séparé pour mieux régner, donc il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus rien. Il avait séparé sa famille, sa femme de sa propre famille? Des amis d'école, de la famille, nous, des copains à la maison, il n'y en avait pas. C'était le clan. Lui, il affirme, cet oncle, qu'il y avait, donc le frère de votre mère, qu'il y avait des indices qui pouvaient laisser penser... Bah, mon père lui avait déjà cassé le nez la première fois qu'il l'avait vu. Donc, la violence était là. Il y a 35 ans, donc vous étiez une petite fille? Oui. Vous vous souvenez de ces actes-là? Rien du tout. Vous nous avez dit, je pouvais imaginer qu'il puisse se suicider? Oui, en fait, un mois avant, il avait fortement frappé ma mère. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris que ça allait mal, qu'elle voulait le quitter, enfin bon. Et vous n'avez rien vu pendant toute votre jeunesse? Rien. Vous pensiez que votre mère était heureuse avec Je lui? crois qu'elle l'a réellement aimé tout un temps, et puis elle a été manipulée, mais manipulée vraiment de A à Z. Quand elle s'en est rendue compte, il était trop tard, elle ne savait plus s'échapper de ses filets. Et elle a petit à petit construit pour partir. Et elle voyait l'échéance de ses 60 ans comme une issue possible, puisqu'elle allait... S'en aller, le laisser? Oui, le quitter. Et Après, lui après s'en 40 doutait. ans. Et lui s'en doutait, c'est pour ça qu'il l'a tué. Il a tué par amour pour vous? Non, il a tué parce que son objet l'a délaissé. Il n'a pas tué par amour, non. Par amour, ça aurait été un coup de folie, ça aurait été avec une explication valable, ça aurait été impulsif. Vous imaginez que votre père puisse faire ça à votre mère, la considérer comme un objet, la faire disparaître comme un objet? Il a fallu qu'il la tue pour que je comprenne. C'est un meurtre qui a eu lieu en 2004. On découvre ensemble quelles étaient vos relations avec votre père à l'époque, assez étranges. Comment est-il devenu un monstre du jour au lendemain alors qu'il était pour vous comme un dieu vivant? Mon père, c'était un dieu vivant. Il était beau, intelligent, très intelligent. C'était quelqu'un que j'adorais et tout ce qu'il me disait était parole d'évangile. Jusqu'au jour où, le 26 novembre, eh bien, mon dieu vivant est devenu mon démon. Je ne peux pas lui pardonner. C'est quelque chose de trop fort, de trop violent. Il a enlevé la vie à quelqu'un qui était en pleine forme, en pleine santé et qui ne méritait pas ça.
Heureusement qu'il ne s'est pas raté le jour où il a tué ma maman parce que je l'aurais achevé. Voilà, ça c'est l'image qui m'a fait le plus de mal. Parce qu'à nouveau, on les voit réunis côte à côte dans l'ambulance. On voit juste qu'à nouveau, il a gagné. À nouveau, elle est près de lui. Et à partir de la minute où j'ai vu cette photo-là, j'ai dit plus rien dorénavant de ce qui leur appartient ne sera rassemblé. C'est-à-dire les actes de décès, je ne vais jamais mettre l'un et l'autre dans la même pochette. Les cartes d'identité, toutes les deux dans des pochettes séparées. C'est une façon de montrer à ma maman, j'ai compris, je respecterai ton choix. Et même si papa ne voulait pas que tu le quittes et qu'il voulait absolument que vous soyez réunis, tu ne devras plus être mélangé à lui si tu ne le souhaites pas. Quelques jours avant de mourir, elle m'a dit il me tuera. Et là, je lui ai dit maman, il t'a frappé, d'accord, mais il faut pas exagérer. Et je l'ai pas cru. Et puis le jour où c'est arrivé, j'ai compris qu'elle avait raison. Il n'y a pas un jour où je ne regarde pas le ciel en lui disant que je regrette. Et ma maman était beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire qu'elle avait compris. Moi pas. Moi pas. Comment vous auriez pu comprendre? Je n'aurais pas su. Elle aurait beau m'expliquer, je ne l'aurais pas cru. Elle a essayé d'expliquer et je ne l'ai pas cru. C'est triste à dire, mais... Parce que vous adoriez votre père? Mais parce que de toute façon, mon père m'avait manipulée autant qu'elle, je crois, au début, que moi, je m'en étais pas encore rendu compte. Et que chaque fois qu'il disait quelque chose de mal, je lui trouvais une excuse ou je lui trouvais une défense. Ou... Je suis désolée, merci. Je lui trouvais tout ce qu'on peut excuser quand on aime quelqu'un. Même quand il frappait votre maman? Je ne l'ai jamais vu frapper ma maman enfant. Jamais. Vous avez assisté à des scènes de ménage houleuses entre eux? Oui, comme partout. Mais pas plus? Pas plus. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'il avait toujours un mot insultant ou une petite phrase, voilà. Et mon but ce soir, justement, c'est si jamais une femme se reconnaît là-dedans, qu'elle réagisse avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qu'elle avait dit, votre maman, avant? Juste avant qu'il la tue, elle m'avait dit il va me tuer. Donc je lui ai dit fais enlever les armes, puisqu'on savait qu'il avait des armes à la maison. Elle m'a dit non, parce que si ça n'est pas avec une arme, il m'attendra avec une bêche au pied de l'appartement et ça fera encore plus mal. Du jour au lendemain, quel regard vous avez porté sur votre père? Un monstre. Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il avait tout préparé. Tout. C'est toute votre vie que vous revoyez dans ces cas-là, non? Que vous vous repassez avec un autre regard. Je ne dois même pas me reconstruire, je dois me construire. Il n'y a plus de base. Et vous avez perdu votre père et votre mère en même temps. Oui. Et on reste tous des enfants, quel que soit son âge. Voilà. Vous en voulez à votre père de vous avoir enlevé pour toujours votre mère. Est-ce que vous lui en voulez aussi de vous avoir trahi d'une certaine manière? Ah oui, surtout. En plus. Surtout? Plus encore? Enfin, tout est mélangé, mais se rendre compte qu'on a été berné pendant 40 ans, c'est atroce. Se rendre compte qu'on a adoré quelqu'un qui ne vous aimait pas. Qui a menti. Je ne dirais pas qu'il ne m'aimait pas. Mais qui a menti. Sais rien. Mais c'est difficile à comprendre. Qui a menti sur... Il m'a menti. La veille de la tuer, il me demandait encore de lui ouvrir un compte parce qu'il rentrait en Belgique chez moi le lendemain. Jusque-là, il m'a menti. Il savait très bien qu'il la tuerait le lendemain. On a le sentiment que vous le reprochez aussi de s'être suicidé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, j'ai l'impression que... Moi, j'avais le sentiment, en préparant cette émission, que pour vous, c'était l'ultime lâcheté de ne pas pouvoir... J'aurais préféré qu'il se suicide tout seul et qu'il laisse ma mère en vie. Ça, c'est sûr. Malheureusement, à ce moment-là, même si ma mère m'avait dit la vérité, je ne l'aurais pas encore cru. Il a fallu qu'elle meure pour que je comprenne. Je sais que c'est fou, mais... Vous dites que vous l'auriez achevé dans le reportage. Et encore maintenant, oui. C'est la haine. Ah, plus que ça. La haine n'est pas suffisante. Et pour votre mère? Le regret. Il va falloir vivre avec ça aujourd'hui. Hein. Oui.
Sentiment de culpabilité vous... Vis-à-vis de ma maman, oui. De ne pas l'avoir cru? Voilà. Mais avec le recul, je me dis que de toute façon, quoi qu'il ait pu se passer, il n'y avait pas de solution. Je ne l'aurais jamais cru, de toute façon. Non, mais je mets à votre place perdre son père et sa mère le même jour, dans des conditions pareilles. C'est pour ça que je suis là, c'est parce que j'essaye de pouvoir libérer un petit peu et faire mon deuil. Mon frère n'éprouve pas le même besoin que moi, et je peux le comprendre, mais j'ai besoin d'en passer par là, pour lui montrer que j'ai compris. De pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des choses qui sont pas similaires, mais qui peuvent vous comprendre à travers ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont vécu. Mais pour montrer à ma maman, où qu'elle soit, que enfin j'ai compris, mieux vaut tard que jamais, mais j'ai compris. Et que si quelqu'un aussi se reconnaît dans ce qui est dit, mais que cette femme ait le courage de partir avant de tuer. Bizarrement, vous avez peur qu'il revienne encore aujourd'hui? Oui. Comment ça se fait? Parce que j'ai demandé les autopsies, j'ai mis 1 an à les avoir, du fait que c'était arrivé en Espagne. Et dans les autopsies, j'avais des photos de ma maman, mais pas de mon papa. Je ne sais pas pourquoi. Donc on n'a pas pu voir les corps, évidemment, et j'ai toujours cette hantise qui revienne. Sérieusement? Vous le pensez sérieusement? Oui, oui, oui. En étant rationnelle, je me dis non, c'est impossible qu'il revienne, on a fait ce qu'il fallait, on sait que c'était lui. Mais malgré tout, dans les moments d'angoisse ou quand le cerveau divague un peu, ben oui, j'ai peur qu'il revienne. Nous retrouvons Sabine dans un instant. En attendant, regardez ce message, il vous concerne peut-être. Vous souffrez d'une maladie ou d'un handicap qui ne se voit pas. Vous êtes l'amant d'une femme mariée. Vous avez trompé votre femme et vous le regrettez. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, la course à la chirurgie esthétique à l'étranger. L'histoire d'Anaïs, 22 ans, qui a décidé d'aller subir une liposuction et la pose d'implants mammaires au Maroc, dans une clinique trouvée sur Internet. C'est quand même 30 à 50% moins cher qu'en France. Je vois pas pourquoi il y aurait que les stars qui auraient le droit de se refaire le nez, les seins. Anaïs découvrira alors le lieu de sa convalescence, ainsi que son chirurgien, qu'elle n'aura vu jusqu'ici que sur Internet. Je l'ai eu une seule fois au téléphone, je l'avais trouvé bien plus froid que ça finalement. Puis c'est vrai que cette consultation quand même ça rassure. Et aussi l'histoire de Micheline. Après une liposuction des hanches en Tunisie il y a quelques années, elle a décidé de refaire le voyage pour un élargissement mammaire. Vous avez souhaité vous venger à votre manière au moment des obsèques. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Mon père voulait être enterré et déjà on ne l'a pas enterré, on l'a fait brûler. On a fait 2 cérémonies séparées. Pour pas qu'ils soient ensemble? Pour pas qu'ils soient... J'ai respecté le choix de ma mère jusqu'au bout. Elle voulait s'éloigner de lui? Ah oui. Donc, quand j'ai vu la photo dans l'ambulance, j'ai dit c'est terminé. Et donc, ça a été terminé. Vos 2 parents ont été incinérés? Incinérés, mais on a fait d'abord brûler mon père, et puis on a fait brûler ma mère, et j'ai demandé qu'ils soient sur des pelouses séparées. Pas ensemble? Que plus rien ne soit mélangé. Que leurs cendres soient vraiment séparées? Oui. Vous avez peur de lui ressembler? Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher de lui aujourd'hui? Je dirais qu'au plus le temps passe, au moins je lui ressemble. Tant mieux. Mais vous aviez ce caractère, vous aussi, avant? Mais à force d'être manipulé par quelqu'un, de vivre 40 ans avec quelqu'un qui a autant d'influence sur vous, vous adoptez ses phrases, sa façon de penser, vous devenez... C'est comme dans une secte. Moi, je ne devenais pas manipulatrice, je devenais le singe de mon manipulateur. C'est différent. Je ne suis pas manipulatrice. Mais la question, c'est lorsqu'on a le... Non, j'ai pas l'impression que j'ai, je vous rassure. Est-ce que vous souhaitez pardonner à votre père? Ne serait-ce que pour pouvoir vivre mieux, pour vivre plus confortablement. Est-ce que vous souhaitez pardonner à votre mère? Je pense qu'il y a un moment dans une vie, il faut pouvoir le faire. Non. Eh oui. Sinon, on n'avance plus, quoi. Moi, j'ai besoin d'avancer maintenant. Donc... Est-ce qu'il serait possible de pardonner à Émile Louis les crimes qu'il a commis? Ce sera difficile. Possible? S'il éprouvait un quelconque remords, des regrets face aux victimes, peut-être. Avant de poursuivre cette discussion, Marilyn, je vous propose de regarder ce rappel en images de l'affaire Émile Louis, également appelée l'affaire des disparus de Lyon.
qui commence en 1975. Tout commence en 1975 en fait. Le 12 décembre 2000, Émile Louis est placé en garde à vue pour l'assassinat de 7 jeunes femmes déficientes mentales disparues dans la région d'Auxerre entre 1976 et 1979. C'est sur les indications du meurtrier présumé que la police a recherché les corps. Émile Louis a guidé lui-même les enquêteurs vers ce champ près d'une rivière où il avait l'habitude de pêcher. L'ancien chauffeur affirme avoir enterré les 7 victimes dans ce périmètre sur 7 lieux différents. Des ossements humains viennent d'être découverts au premier endroit indiqué par Émile Louis. Mais ces découvertes n'ont pas empêché Émile Louis de revenir sur ses déclarations. Depuis son procès en novembre 2004, il ne cesse de clamer son innocence. Le 26 novembre 2004, malgré ses dénégations, Émile Louis est reconnu coupable de l'assassinat des 7 disparus de Lyon. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette sanction est confirmée en appel en juin 2006. Émile Louis a aujourd'hui 72 ans. Il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. Vous avez l'impression que c'est votre histoire quand vous entendez parler à la télévision comme ça pour la énième fois? Ou que c'est une histoire ou que c'est un fait divers pour vous? Je m'en détache de plus en plus, mais il y a quand même quelque chose qui reste. Ce n'est pas un fait divers banal d'une part, et ensuite on y est très impliqué d'une façon ou d'une autre. Donc ça reste votre histoire? Ça reste une partie de mon histoire. Émile Louis a été reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris en juin dernier. Oui. La Cour d'appel, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 18 ans pour 7 assassinats. Je précise qu'il se pourvoit en cassation, c'est-à-dire qu'il se donne en fait tous les moyens de pouvoir essayer de s'en sortir. J'ai l'impression que c'est une course... Mais pour Émile Louis, le fait d'être... Vous parlez de votre père, là, quand vous dites pour Émile Louis. Oui, mais j'ai du mal à dire mon père. Le fait d'être dans un tribunal, c'est être une vedette, c'est d'être quelqu'un, d'exister. Donc il va user de tous les stratagèmes possibles pour pouvoir exister, pour qu'on parle de lui. C'est qu'il est content quand il voit sa tête à la une d'un journal, même quand il... Je pense, oui. Je pense qu'il y a un caractère jouissif dans sa démarche. Ça flatte son ego, il a l'impression d'exister, d'être puissant. Oui, puisqu'il n'est rien. Enfin, pour lui, je suis sûre qu'il n'est rien. Il est l'enfant trouvé, l'enfant de l'assistance publique, on n'appelait pas ça la DAS à l'époque. Il n'est pas le seul. Des hauts, des bas. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais lui, dans son parcours, c'est ça. Dans son délire? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui, tout petit, a eu des penchants pervers. D'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un adulte, toujours comme un enfant d'une grande perversité, puisqu'il avait à la fois un côté puéril, mais jamais il n'a été un père, un symbole de père. Même quand vous étiez petite fille? Non, jamais. On ne peut pas se repérer, enfin, avoir des repères. Prendre un point de repère. Prendre un point de repère en tant que père. Repère. Oui, on ne peut pas. Et je retrouve dans ma mère, la mère de Sabine. On ne peut pas se défaire d'un pervers comme ça. La mère de Sabine avait fait le choix de partir, si elle avait le temps. Elle n'a pas eu le temps, en l'occurrence. Elle m'avait dit ça passe ou ça casse. Votre mère, elle en parlait de partir pendant votre... Non, parce que ma mère, son seul but était de construire une famille. Qui tienne. Oui. Pour le regard des autres pour... C'était aussi une enfant abandonnée, martyrisée. Donc ça représentait pour elle beaucoup gravement martyrisée par sa mère. Oui. Ah bon? C'est la rencontre de deux paumés de l'existence. Visiblement avec un très pervers, très violent, et une qui était sa victime. Sa victime qui, malheureusement, parfois, pouvait aussi avoir des réactions violentes. Bon, pas jusqu'au crime, non. Mais je pense que c'était le trop-plein qu'elle avait besoin d'exprimer. Nous étions ses enfants. Redites-nous ce que vous avez vu à l'âge de 11 ans, dans quelles circonstances, où était votre mère à ce moment-là, et comment vous en avez parlé avec elle? Notre mère travaillait. C'est Émile Louis qui nous gardait, donc il avait pris une jeune fille dans sa voiture. Une jeune fille, oui. Non, une jeune fille qu'il connaissait apparemment. Et vous étiez avec lui dans la voiture? Oui, nous étions 4 enfants. C'est 4 enfants? C'est 4 enfants, oui. Il disait qu'elle habitait dans les bois, donc ce qui pouvait... pour les enfants, le bois fait peur, la nuit, à l'automne.
Donc vous êtes partis en voiture voilà, tous les 6, oui. Donc 4 enfants. Donc il nous a dit d'attendre sur le femme. bord de la route et il est parti avec elle. Mais cette fille l'a suivi? Cette fille est partie apparemment de son plein gré. Vous étiez la plus grande? Oui, je suis l'aînée. Vous aviez 11 ans? Oui, à peu près. Oui. Et donc il a mis du temps à revenir et vous avez été à sa rencontre? Oui, j'avais très peur parce que je n'étais pas non plus d'un courage. J'étais une enfant. Bien sûr. Et puis, il a éventré une jeune fille. Mais comment vous avez vu cette scène? Parce qu'il avait tout prémédité. Il avait des lampes. Tout était orchestré. Il avait son lieu. Il n'avait pas choisi au hasard. Mais comment vous êtes sorti de la voiture et vous êtes allé vers lui? Vous êtes non, tombé j'ai vu une lueur. J'ai cru que c'était la maison de la jeune fille, moi. Donc vous êtes allé à leur rencontre? Mais oui, moi j'ai appelé, j'ai dû faire du bruit. C'est pour ça qu'il... Vous avez vu cette fille vivante encore? Enfin, je veux dire... Je ne peux pas dire si elle était déjà morte ou pas. En tout cas, elle était déjà oui, là. Éventrée, vous dites. Comment vous avez réagi comme petite fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut... On passe de la petite fille à l'adulte qui prend en charge toute sa famille, je sais pas, il y a des choses qui auraient dû alerter, ne serait-ce que les instituteurs qui, de première de la classe, se retrouvent dernière du jour au lendemain. Vous? Oui. Vos frères et sœurs avaient vu ce que vous aviez vu? Il y en a un, j'en suis pas sûre, les autres dormaient, ils étaient tout petits. Vous avez dit à votre maman ce que vous aviez vu? Oui. Au début, elle m'a dit non, c'est pas possible. Et puis, quelques minutes après, elle m'a dit surtout, tu n'en parles à personne. Tant que je serai vivante, tu ne pourras pas en parler. Parce que notre famille va être séparée, il va tout faire pour me faire interner. Et vous serez séparés. Comment une enfant de 11 ans peut garder un secret aussi pesant? Parce que vous avez gardé le secret. C'est un mal-être au quotidien. C'est un mal-être au quotidien. On passe par des période d'anorexie, de boulimie, de manque de confiance en soi, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Moi-même, je me surprends. J'ai réussi à fonder une famille très équilibrée, avec un mari sensationnel, des enfants... La vie, c'est puissant quand même, hein? Oui, et les enfants, heureusement que je les ai, parce que je crois que si je n'avais pas ce moteur, les enfants sont un véritable moteur. Ouais. Dans un sens comme dans un autre, puisque une maman qui est soumise et manipulée reste aussi à cause de ses enfants, bien souvent. Vous parlez de votre mère, là? Oui. Ce meurtre dont vous avez parlé, Émile Louis ne l'a jamais reconnu. Enfin, il n'a même jamais été reconnu coupable pour ce meurtre. Il y avait de prescription. Oui, prescription. Donc c'est votre version des faits, elle n'engage que vous, ce sont des phrases légales. Elle n'engage que moi, oui, bien sûr. Et c'est encore pire, je trouve que ça ajoute à la culpabilité que cette chose ne soit pas reconnue publiquement. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Et j'ose espérer, si tant est qu'on puisse espérer, qu'il n'y a que 7 personnes disparues. Mais je n'en suis pas certaine qu'il n'y en ait que 7. Vous étiez allé le voir en prison pour essayer de comprendre pourquoi? Pourquoi? Comment on peut en arriver là? Qui c'est? Qui il est réellement? On se pose des tas de questions et je crois que je m'en poserai. Et qui on est soi-même? Qui on est soi-même aussi. Et comment on va expliquer ça à ces enfants? Comment on va expliquer ça aux gens de la société dont on fait partie? Parce qu'il y a des jugements. Ça compte, ça, les jugements. C'est même des verdicts, hein, on parle d'assises. Oui. La reconnaissance de la culpabilité par la société, j'imagine que pour vous construire, oui, ça doit vous aider. C'est important, mais j'aurais quand même aimé qu'il ait un remords pour ces jeunes femmes. Une parole pour les... Quelque chose d'humain. Parce que l'histoire criminelle va retenir Émile Louis pendant des années, des décennies même. Mais qui va se rappeler dans 10 ans du nom de ces 7 jeunes filles? Personne. 7 ou 8, visiblement. 7 ou 8 ou plus. Vous savez vraiment qui est votre père? Non. Et malgré ça, vous avez des sentiments ambigus pour lui, enfin nuancés? J'ai une petite parcelle, je dis bien très petite, quand je le considère comme un malade, parce qu'on doit assistance aux malades. Mais s'il s'avérait, si aujourd'hui on me prouvait qu'il n'est pas malade, je crois que je n'aurais plus rien du tout pour lui. Vous continuez à aller le voir en prison? Oh non. Pourquoi? Non, je n'ai plus envie de le voir, je n'ai pas envie de souffrir. Et je sais que lui, il va y trouver quelque chose. Il va encore essayer de manipuler, de toute façon. Là, il peut encore manipuler.
Et affectivement, même loin de nous, il nous manipule. Parce qu'il y a quand même un affect. On a eu ensemble une vie, tout un passé. Donc il y a tout ça encore. Valérie, il y a 3 ans, votre frère cadet a assassiné un homme de 17 coups de couteau. Pour quelle raison? Soi-disant parce que cette personne lui avait fait des avances homosexuelles. Aussi pour des raisons un peu crapuleuses, vous nous avez dit, pour des Aussi, raisons liées oui, à l'argent il est reparti avec les 250 € que cette personne avait sur lui. Ouais. Vous avez été le voir en prison au début? Au début, non. Vous avez été le voir en prison tout court? Oui, après le procès. Je suis allée pendant à peu près 1 an. Je voulais comprendre. Donc, je suis allée le voir, mais il n'avait aucun remords, aucun... Pour lui, c'était à refaire, il le referait. C'est les mots qu'il m'a dit, donc... Pourquoi vous vous êtes dit tout d'un coup, ce n'est plus mon frère? Parce que... Vous n'avez pas, en tout cas, à faire de différence entre 2 parties de votre frère? Une partie, le criminel d'un côté, votre frère de l'autre? Non, j'arrivais pas à le comprendre, ni à faire la part des choses. Enfin, à me dire, c'est mon frère malgré tout. J'ai essayé, mais non. Vous dites, ce n'est plus mon frère? Oui. Vous dites, ce n'est plus mon père? J'aimerais pouvoir le dire. Mais c'est mon père, quand même. Vous l'aimez? Je n'ai ni haine ni amour. Non, il n'y a rien. Juste la reconnaissance de ce lien? Oui, c'est tout. Et vos enfants vont bien? Très bien. Ils sont magnifiques. Quel âge ont vos enfants? Un fils de 14 ans et demi et un mari fantastique. J'ai la même chance que ma voisine. Voilà. Parce que la vie ne nous a pas donné d'un côté, je crois qu'elle a compensé de l'autre. Heureusement, c'est vraiment un homme merveilleux. Vous parlez de votre mari, là? Oui, de mon mari. Pas de votre père. Merci de nous avoir aidé à comprendre ce qu'on n'arrive pas à imaginer, à savoir comment quelqu'un qui est de notre propre sang peut devenir un meurtrier. Comment on gère la culpabilité. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, à la prochaine fois. Au revoir.